Ma femme m'a quitté pour ce qu'elle pensait être une meilleure option, encouragée par sa sœur à l'esprit libre. Maintenant, ce gars l'a larguée, et même sa sœur l'a mise à la porte. Je m'appelle Daniel. J'ai 36 ans, et je travaille comme responsable logistique. Pour une entreprise régionale de transport, à Portland, dans l'Oregon. Mon travail consiste, en gros, à résoudre des problèmes, avant que les camions ne se mettent en route, à 5 heures du matin. Alors, je me lève tôt, je planifie tout méticuleusement, et j'aime quand la vie suit un planning, plutôt que le chaos. Ma femme, Mélissa, a 34 ans. Nous étions ensemble depuis 7 ans, et mariés depuis 5 ans. Nous possédions une maison modeste ensemble, dans le quartier de la ville, et nous partagions les factures. Pas encore d'enfants, juste un golden retriever, et une routine qui semblait plutôt stable, de l'extérieur. Mélissa travaillait comme photographe de style 2. Vie indépendante. Son emploi du temps était à l'opposé du mien. Des nuits tardives à retoucher des photos, des séances de prise de vue improvisées en semaine, et des déjeuners de travail qui, d'une manière ou d'une autre, s'étiraient jusqu'au dîner. Cela a fonctionné pendant longtemps, parce que je suis structuré, et qu'elle se disait spontanée. Sa jeune sœur, Cara, était l'électron libre de la famille. Cara se croyait qu'elle aimait appeler un esprit libre, ce qui signifiait surtout qu'elle passait d'un emploi, d'une relation, et d'un appartement à un autre tous les 6 mois, tout en publiant en ligne des citations inspirantes, sur une vie sans limite. Pendant des années, Mélissa a traité Cara comme une sorte de coach de vie personnelle, même si la vie de Cara ressemblait plutôt à une mise en garde. En réalité, les choses n'ont pas explosé du jour au lendemain. En y repensant. Aujourd'hui, le changement a commencé doucement, il y a environ 8 mois, quand Mélissa a commencé à dire qu'elle se sentait coincée. Pas malheureuse, juste coincée. Elle disait que ma vie était trop prévisible, que je planifiais tout, et que je traitais l'existence comme un long calendrier de travail. Je me souviens d'un samedi matin, où elle a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Elle m'a dit que certaines personnes sont faites pour construire des vies tranquilles, et que d'autres sont faites pour courir après des vies excitantes. Elle a dit cela avec désinvolture, tout en faisant défiler des pages sur son téléphone, comme si elle commentait la météo. Je n'y ai pas trop prêté attention, sur le moment. Ce que je ne réalisais pas, c'est que Cara lui glissait déjà des idées dans la tête, depuis des semaines. Des idées de liberté, des idées de meilleures options, et apparemment, des idées sur un homme en particulier, qu'elle avait récemment rencontré lors d'un événement de photographie. Cet homme s'appelait Ryan. Et selon Cara, Ryan était tout ce que Mélissa méritait, au lieu d'un mari ennuyeux, qui se réveillait à 4h30 du matin pour gérer des plannings de camions. Je ne savais encore rien de tout cela. Tout ce que je savais, c'est que ma femme avait commencé à me traiter comme un plan de secours rassurant, plutôt que comme la personne avec qui elle avait construit sa vie. Et la nuit où elle l'a enfin formulé à voix haute, a été la nuit où tout mon mariage a cessé d'avoir du sens. La conversation elle-même a eu lieu un mardi soir, dans notre cuisine, et je m'en souviens, parce que les mardis étaient généralement la partie la plus ennuyeuse de ma semaine. J'étais rentré vers 19h, j'avais nourri le chien, fait réchauffer des restes de pâtes, et j'étais en train de répondre à quelques emails tardifs. Quand Mélissa est entrée avec cette expression, que les gens affichent lorsqu'ils ont déjà pris une décision. Et qu'ils ont simplement besoin de faire l'annonce. Elle ne s'est pas assise tout de suite. Elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés, et m'a observé, comme si j'étais un client difficile qu'elle devait gérer avec précaution. Je lui ai demandé si tout allait bien. Elle a répondu qu'elle avait besoin de bien plus que de simplement « aller bien ». C'est ainsi que cela a commencé. Pas par une dispute, pas par des larmes, pas même par de la culpabilité. Mais avec ce discours étrangement répété, sur l'épanouissement, l'alignement, et la façon dont les gens dépassent certaines versions d'eux-mêmes.
Une phrase sur deux semblait lui avoir été soufflée par Kara, car Mélissa n'avait jamais parlé ainsi auparavant. D'ordinaire, elle était directe. Quand elle était en colère, elle le disait. Quand elle voulait quelque chose, elle le demandait. Maintenant, elle ressemblait à un podcast qui prétendrait être une personne. Je l'ai laissée parler. Elle a dit qu'elle se sentait piégée par les responsabilités. Elle a dit que notre mariage était devenu prévisible. Elle a dit qu'elle avait passé des années à être la bonne épouse, et qu'elle avait besoin, enfin, de se choisir elle-même. Puis, elle a abordé le vrai sujet. Elle avait rencontré quelqu'un qui la faisait se sentir vivante. Pas techniquement de l'infidélité, selon elle, car rien de sérieux ne s'était encore produit. Elle s'est assurée de présenter les choses ainsi, comme si elle méritait des félicitations, pour avoir seulement testé la sortie de secours avant de l'emprunter. J'ai demandé qui c'était. Elle a soupiré, comme si je me montrais fastidieux, et a prononcé le nom de Ryan, le photographe d'événements que Kara lui avait présenté, lors d'un vernissage en centre-ville. Apparemment, il était spontané, créatif, il voyageait beaucoup, et il était complètement différent de moi. Elle a rendu cette partie très claire. Elle a dit qu'il comprenait son énergie. En fait, j'ai ri en entendant cela, ce qui l'a rapidement irrité. Puis, le masque est tombé. Elle m'a dit que je m'étais trop installé dans mon confort, que je confondais routine et amour, et que ce n'est pas parce que je payais l'hypothèque à temps, et que je veillais au bon fonctionnement de la maison, que j'étais le genre d'homme qui passionne une femme pour toujours. C'était bien cela, pas de la confusion, pas du regret, juste du mépris déguisé. En découverte de soi. J'ai demandé si elle partait. Elle a dit oui, mais pas de manière cruelle, ce qui est une drôle de chose à dire, quand on met fin à un mariage pour un type qui aime les appareils photo et les bracelets en cuir. Puis, elle a ajouté la phrase dont je me souviendrai, probablement, pour le reste de ma vie. Elle a dit que Ryan n'était pas juste une distraction. Qu'il était la meilleure option. Et à en juger par le petit hochement de tête suffisant qu'elle s'est accordé, après l'avoir dit, j'ai su que cette expression ne venait pas de Ryan. Elle venait de Kara. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais plus dans une discussion de couple. J'assistais à mon propre entretien de remplacement. Ce qu'il y a d'étrange, avec ces moments-là, c'est à quel point ils peuvent paraître calmes. On s'attend à des cris, ou à une confrontation dramatique, mais ce qui s'est réellement passé a été silencieux. Mélissa a terminé son discours, s'est versé un verre de vin, comme si elle venait d'accomplir une tâche difficile, et a attendu ma réaction. J'ai posé une seule question, toute simple, quand est-ce que tu pars? Elle a semblé presque soulagée que je ne cherche pas à argumenter. Elle a répondu qu'elle avait déjà empaqueté quelques affaires plus tôt, et qu'elle s'installerait chez Kara pendant un certain temps. Cela aurait dû être mon premier indice, sur l'ampleur de la planification préalable, car Kara habitait à l'autre bout de la ville, dans un petit appartement de 2 chambres. Qu'elle partageait avec le colocataire du moment, celui avec qui elle ne s'était pas encore disputée ce mois-là. Mélissa a présenté cela comme quelque chose de temporaire, comme si elle prenait juste une courte pause, pour explorer cette nouvelle vie trépidante. Mais la phrase suivante a clarifié la situation réelle. Ryan possédait un loft en centre-ville. Apparemment, il voyageait beaucoup, pour ses projets de photographie, et aimait vivre dans des espaces créatifs. Des murs en briques apparentes, des éclairages de studio, toutes ces choses dont Mélissa se moquait. Autrefois, lorsque nous passions devant ces appartements hors de prix, aménagés dans d'anciens entrepôts. Désormais, et soudainement, ce style de vie représentait la liberté. Elle m'a dit qu'elle voulait y aller doucement, et faire les choses correctement, ce qui, je suppose, signifiait vivre d'abord chez sa sœur, afin que cela ne ressemble pas, techniquement,
au fait de quitter son mari pour un autre homme. La gymnastique mentale était impressionnante. J'ai demandé si Ryan savait qu'elle était mariée. Elle a levé les yeux au ciel, et a répondu que bien sûr, il le savait. D'après elle, il admirait sa franchise, et respectait le fait qu'elle veuille gérer les choses de manière mûre. Encore ce mot, mûr. Comme si faire voler en éclat une relation de 7 ans, sous prétexte que votre sœur vous a convaincu qu'un photographe à moto était une meilleure option, constituait le choix d'un adulte responsable. Mélissa est montée à l'étage, pour récupérer le reste de ses affaires, pendant que je restais assis à la table de la cuisine. Environ 15 minutes plus tard, elle est redescendue, emportant 2 valises et un grand sac en toile rempli de matériel photo. Puis, elle s'est arrêtée près de la porte, pour livrer un dernier commentaire. Elle a dit qu'un jour, je comprendrai que les gens méritent de poursuivre le bonheur, au lieu de se résigner. Ce mot est resté gravé. Se résigner. Apparemment, c'était ce que notre vie commune était devenue dans son esprit, une petite boîte rassurante, dont elle avait dépassé les limites. Elle est partie sans se retourner. Et d'un coup, ma maison est devenue silencieuse. Ces temps de routine partagée, envolés, le temps de charger 2 valises dans la voiture de Cara. J'aimerais pouvoir dire que c'était la dernière fois que j'ai vu Mélissa afficher une telle confiance dans sa décision. Mais la vérité, c'est que les semaines suivantes ont été remplies de nouvelles. Pas de sa part à elle, mais de la part de Cara. Parce que Cara adorait absolument me raconter à quel point la nouvelle vie de Mélissa était formidable. Cara et moi n'avions jamais été particulièrement proches, mais après le départ de Mélissa, elle a soudainement pris l'étrange habitude de me tenir au courant de tout. Pas par gentillesse, mais par pure suffisance. 3 jours après le départ de Mélissa, Cara m'a envoyé par message une photo d'elle debout, à un point de vue panoramique en dehors de la ville. On pouvait voir la rivière serpenter dans la vallée, derrière elle, et une chaîne de montagnes se dessiner au loin. Mélissa avait un bras tendu pour tenir son téléphone, tandis que Cara se penchait dans le cadre, comme si elles étaient les vedettes de leur propre documentaire d'aventure. Mélissa portait des chaussures de randonnée, et l'un de ces pulls trop grands dont elle se plaignait autrefois, les trouvant inconfortables. Mais sur la photo, elle semblait pleine d'énergie. Un grand sourire, le vent dans les cheveux, à l'image de quelqu'un qui venait de découvrir une toute nouvelle version de soi-même. La légende sous la photo envoyée par Cara disait: elle vit sa meilleure vie maintenant. Je n'ai pas répondu. Au cours des 2 semaines suivantes, il y a eu d'autres petites nouvelles. Apparemment, Mélissa et Ryan passaient beaucoup de temps ensemble. Cara s'assurait de mentionner à quel point il était spontané. Des virées en montagne tôt le matin, des week-ends photos improvisés, et l'exploration de petites villes situées à 2 heures de route. Tout ce qui, d'après ce qu'elle me répétait, manquait à notre mariage. Le plus drôle, c'est que Cara semblait beaucoup plus investie pour prouver que cette relation était extraordinaire, que Mélissa elle-même. Mélissa ne m'a presque pas contacté durant cette période. Un court message pour prendre des nouvelles du chien, un autre pour me demander de lui envoyer quelques fichiers, depuis l'ordinateur de bureau qu'elle utilisait pour ses retouches. Pas d'excuses, pas d'explications, juste de la logistique. Puis, environ 3 semaines après son départ, Mélissa est enfin repassée à la maison. Elle a dit qu'elle avait besoin du reste de ses vêtements. Ryan l'a déposée dans une Jeep noire, et a attendu dans l'allée pendant qu'elle entrait. Je ne l'ai aperçu que quelques secondes, à travers la fenêtre de devant. Un grand type. Veste en cuir, ressemblant exactement au genre d'homme que Cara décrirait comme excitant. Mélissa a traversé la maison comme si elle visitait un endroit où elle avait habité il y a des années. Détachée. Elle a pris quelques cartons dans la chambre, et m'a à peine regardé pendant que nous parlions. Pourtant,
juste avant de partir, elle a dit quelque chose qui m'a révélé exactement sa vision de la situation. Elle a dit qu'elle espérait qu'un jour, nous pourrions repenser à tout cela, et apprécier le fait que nous méritions tous les deux des partenaires qui nous correspondent vraiment. Puis, elle a souri, de cette manière un peu crispée propre aux gens qui pensent avoir déjà gagné. D'après Melissa, elle avait pris un risque, et choisi une vie meilleure. Ryan était la meilleure option. C'étaient toujours les mots qu'elle employait. Je n'ai pas discuté. Je l'ai aidé à porter le dernier carton jusqu'à la voiture. Ryan m'a salué d'un hochement de tête, depuis le siège conducteur, comme si nous étions deux collègues terminant leur service. Melissa est montée dans la Jeep. Et ils sont partis ensemble. À ce stade, j'ai pensé que c'était la fin de ma participation à leur histoire. Il s'est avéré que ce n'était, en réalité, que le début. Car environ 2 mois plus tard, Kara m'a appelé tard dans la nuit, avec une voix bien différente de son ton assuré habituel. L'appel est arrivé vers 22h40, un jeudi soir. J'ai failli l'ignorer, parce que le nom de Kara sur mon écran signifiait généralement l'une de ces deux choses. Soit elle voulait encore se vanter de la nouvelle vie trépidante de Melissa. Soit elle voulait lancer une dispute stérile sur la façon dont j'avais empêché Melissa de s'épanouir pendant des années. Aucune de ces conversations ne m'intéressait plus. Cependant, l'heure tardive m'a rendu curieux, alors j'ai décroché. La première chose que j'ai remarquée, c'est le ton de sa voix. Kara parlait toujours fort, et avec assurance, comme si elle se donnait en spectacle. Pour un public, même lorsqu'elle était simplement au téléphone. Ce soir-là, elle semblait différente, fatiguée, et un peu nerveuse. Elle a entamé la conversation d'une manière bizarrement prudente. Elle m'a demandé si j'étais chez moi. Puis, elle a demandé si j'étais seul. Cela a immédiatement déclenché une alarme dans ma tête. Finalement, je lui ai demandé ce qu'elle voulait vraiment. Il y a eu une longue pause avant qu'elle ne réponde. Puis, elle a dit que Melissa avait besoin d'un endroit où loger, juste pour quelque temps. J'ai failli rire, car durant ces 2 derniers mois, Kara avait pratiquement organisé un défilé de la victoire, autour de la fuite de Melissa hors de son mariage ennuyeux. Chaque nouvelle parlait de liberté, d'excitation, et de la perfection supposée de Ryan. Alors, l'entendre soudainement me demander de l'aide était plutôt intéressant. J'ai posé la question évidente, qu'est-ce qui s'est passé avec Ryan? Nouvelle pause, plus longue cette fois. Puis, Kara a dit qu'il rencontrait quelques problèmes. C'est le terme qu'elle a utilisé, des problèmes. Apparemment, Melissa et Ryan s'étaient beaucoup disputés ces derniers temps. D'après Kara, Ryan avait une vision différente de ce que doit être une relation. Il aimait être spontané et indépendant. Melissa, en revanche, avait commencé à aborder la situation comme un partenariat sérieux. Ce que, d'après la suite des explications de Kara, Ryan n'avait pas apprécié. Il voyageait beaucoup pour son travail, parfois pendant des semaines entières. Et pendant qu'il n'était pas là, Melissa s'était pratiquement installée dans son loft, agissant comme si elle était chez elle. Kara a expliqué que Ryan n'avait pas vraiment signé pour ce niveau d'engagement. Puis, elle a lâché le détail qui a tout rendu limpide. Plus tôt ce jour-là, Ryan a dit à Melissa qu'il pensait qu'ils étaient allés trop vite, et qu'il avait besoin d'espace, pas d'une pause. De l'espace, exactement le même mot que Melissa avait employé pour mettre fin à notre mariage. Apparemment, il lui avait également demandé de prendre ses affaires, et de lui laisser du temps pour faire le point sur ses envies, ce qui signifiait que Melissa se retrouvait soudainement dans l'appartement de Kara. Avec 3 valises, et nulle part où aller. Kara a essayé de présenter cela comme temporaire, juste quelques jours, peut-être une semaine, le temps que Melissa s'organise. Mais la vérité était flagrante. La meilleure option venait de décider qu'il
N'était pas intéressé par les responsabilités qui l'accompagnaient. Et soudain, cette vie nouvelle et excitante semblait bien moins stable que celle, jugée ennuyeuse, dont elle s'était détournée. Je suis resté silencieux quelques secondes, après les explications de Kara, non pas parce que j'étais choqué. Honnêtement, la situation me paraissait presque prévisible. Quand quelqu'un réduit toute sa vie en cendres pour courir après le frisson, cela fonctionne généralement très bien, jusqu'au moment où la réalité refait surface. J'ai posé une question simple à Kara, pourquoi est-ce que tu m'appelles, moi? Elle a semblé s'irriter immédiatement, comme si la réponse coulait de source, parce que Mélissa est toujours ta femme. C'était techniquement vrai. Nous n'avions pas encore finalisé le divorce. Les démarches administratives prennent du temps, et aucun de nous ne s'était pressé pour déposer le dossier, car, jusqu'à cet appel téléphonique, Mélissa était plutôt convaincue de commencer une vie complètement différente. Mais entendre Kara le dire ainsi m'a révélé quelque chose d'important. Elle ne m'appelait pas par respect pour moi. Elle m'appelait parce que le plan de secours s'avérait soudainement utile à nouveau. J'ai demandé où se trouvait Mélissa. Kara m'a répondu qu'elle était assise dans le salon de son appartement, et qu'elle avait pleuré une bonne partie de la soirée. Apparemment, Ryan n'avait pas seulement demandé de l'espace. Il avait également mentionné qu'il partait en voyage pour un travail de photographie pendant un moment, et qu'il ne voulait pas de complications qui l'attendraient à son retour. Traduction, c'était fini. Kara a essayé de présenter la chose en disant qu'il avait simplement besoin de temps pour réfléchir, mais le ton de sa voix montrait clairement qu'elle n'y croyait pas elle-même. Puis, elle a enfin prononcé la phrase qu'elle préparait de toute évidence. Mélissa voulait savoir si elle pouvait revenir à la maison. Juste temporairement. Le temps que les choses s'apaisent. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai dit non. Pas peut-être. Pas laisse-moi y réfléchir. Juste non. Kara a gardé le silence un instant, comme si elle ne s'était pas attendue à cette réponse. Puis, elle est immédiatement passée en mode négociation. Elle a dit que Mélissa n'avait nulle part d'autre où aller. Actuellement. Elle a dit que ce ne serait que pour une courte durée. Elle a ajouté que nous étions toujours mariés, et que ce n'était donc pas déraisonnable. Je l'ai laissé terminer. Puis, je lui ai expliqué quelque chose de très simple. 2 mois plus tôt, Mélissa se tenait dans cette même maison, et me disait que Ryan était la meilleure option. Elle avait empaqueté ses affaires, franchi la porte, et était partie avec lui, comme si elle avait déjà procédé à une mise à niveau de sa vie. Tu ne peux pas désinstaller cette décision, simplement parce que la mise à jour a échoué. Kara n'a pas aimé cette réponse. Elle a dit que j'étais froid. Elle a dit que les gens font des erreurs. Je lui ai répondu que c'était peut-être vrai, mais que certaines erreurs s'accompagnent de conséquences permanentes. Et le fait que Mélissa choisit sa meilleure option en était une. C'est à ce moment-là que Kara a enfin cessé de faire semblant qu'il s'agissait d'une conversation polie. Car la suite de ses propos m'a prouvé que Mélissa n'avait pas encore accepté la réalité. Kara ne prit même plus la peine de cacher son irritation après mon refus. Pour la première fois depuis le début de l'appel, le ton amical a totalement disparu. Elle a dit que j'étais mesquin. Elle a dit que je punissais Mélissa pour avoir commis une erreur. Et puis, elle a dit quelque chose qui, honnêtement, expliquait en grande partie comment Mélissa s'était retrouvée dans cette situation au départ. Elle a dit que si j'aimais vraiment Mélissa, je l'aiderais quand elle en avait besoin. Pas quand les choses étaient faciles. Mais quand elle était difficile. J'ai posé une question à Kara, est-ce que c'est Mélissa qui l'a dit elle-même? Nouvelle pause. Cela m'a tout révélé. Car la personne qui demandait à revenir n'était même pas celle au bout du fil.
Kara négociait pour elle. Puis, Kara a dit que Mélissa voulait me parler directement. J'ai répondu non. Sans colère. Juste très clairement. J'ai dit qu'il n'y avait rien que Mélissa puisse dire qui changerait la situation. La discussion que nous devions avoir avait déjà eu lieu, le jour où elle avait quitté la maison, en m'annonçant qu'elle avait trouvé une meilleure option. Kara a tenté d'insister à nouveau. Elle a dit que Mélissa voulait juste donner des explications. Elle a dit que Mélissa se sentait terriblement mal. Elle a dit qu'elle méritait d'avoir la possibilité de parler. J'ai répondu à Kara une chose simple, les explications sont utiles avant de partir. Pas après. C'est à cet instant que Kara a arrêté d'essayer de paraître raisonnable. Elle a dit que je me montrais amer. Elle a dit que les gens font des erreurs tout le temps, et que des mariages survivent à bien pire que cela. Je lui ai rappelé ce que Mélissa avait dit le soir de son départ. Elle m'avait dit qu'elle avait dépassé le cadre de la vie que nous avions construite. Elle m'avait dit qu'elle avait trouvé une meilleure option. Elle disait qu'elle méritait quelque chose de plus excitant. Je lui ai expliqué que des décisions comme celle-là ne sont pas des expériences temporaires. Tu ne peux pas appuyer sur « annuler » simplement parce que l'option excitante a cessé de fonctionner. Kara est restée silencieuse un moment. Puis, elle a dit que Mélissa n'avait nulle part d'autre où aller. Apparemment, Ryan avait déjà changé le code d'accès de son loft, et avait quitté la ville pour un travail de photographie. L'après-midi même où il lui avait demandé de partir. Mélissa avait donc fait ses valises, et était retournée chez Kara. 3 valises, aucun plan, aucun logement, et soudain, la vie ennuyeuse dont elle s'était détournée prenait tout à coup beaucoup plus de valeur. Kara m'a demandé une dernière fois si j'en étais absolument certain. J'ai répondu que oui. Puis, je lui ai souhaité bonne chance pour trouver une solution, et j'ai raccroché. Pour la première fois depuis que Mélissa avait quitté la maison, 2 mois plus tôt, toute cette situation semblait enfin réglée, ou, du moins, c'est ce que je croyais. Car le lendemain matin, en sortant pour aller travailler, j'ai trouvé quelque chose posée sur mon perron, que je n'attendais absolument pas. Le lendemain a commencé comme n'importe quel autre jour de semaine. Mon réveil a sonné à 4h30. Je me suis levé, j'ai préparé du café, j'ai nourri le chien, et j'ai suivi ma routine habituelle avant de partir au travail. Pour la première fois depuis des semaines, la maison semblait de nouveau calme. Pas de dispute, pas de tension, juste du silence. Vers 5h20, j'ai pris mes clés, et j'ai ouvert la porte d'entrée. C'est à ce moment-là que j'ai vu les valises. 3 valises, posées proprement sur mon perron. Pendant un instant, je suis resté immobile, essayant d'assimiler ce que je voyais. C'étaient les mêmes valises que Mélissa avait préparées la nuit de son départ. Une grande noire, une plus petite grise à roulettes, et l'étui de voyage beige qu'elle utilisait toujours pour son matériel photo. Et assise dessus, il y avait Mélissa. Elle était emmitouflée dans un sweat à capuche, les bras serrés contre elle, comme si elle était assise là depuis un bon moment, dans l'air frais du matin. Quand elle a vu la porte s'ouvrir, elle s'est levée rapidement. Je n'ai rien dit. Elle non plus, au début. Puis, elle s'est mise à parler rapidement, comme quelqu'un qui aurait répété son discours toute la nuit. Elle a dit que Kara l'avait mise dehors. Apparemment, le propriétaire de Kara avait découvert que Mélissa logeait là depuis des semaines. Et avait menacé d'augmenter le loyer si un locataire supplémentaire continuait à y vivre sans figurer sur le bail. Kara, qui adorait la liberté et la spontanéité, en théorie, préférait apparemment encore plus son loyer bon marché. Mélissa avait donc rassemblé ses affaires, et était partie. Elle a dit qu'elle ne savait pas où aller d'autre. Puis, elle s'est excusée. Encore une fois, les mêmes excuses que la veille, mais en plus long cette fois-ci.
Elle a dit qu'elle avait commis une terrible erreur. Elle a dit qu'elle avait été influencée par les mauvaises personnes. Elle a dit que Ryan n'était pas celui qu'elle croyait. Elle a dit qu'elle comprenait enfin ce qu'elle avait gâché. J'ai écouté en silence pendant qu'elle parlait, non pas parce que j'avais besoin de l'entendre, mais parce que lorsqu'une personne commence à se confesser ainsi, il est plus simple de la laisser terminer. Quand elle s'est enfin tue, elle m'a regardé. Comme si elle attendait que la porte s'ouvre plus grand, comme si la fin de l'histoire coulait de source. Je suis sorti dehors, et j'ai refermé la porte derrière moi. Puis, j'ai ramassé la plus grande valise, et je l'ai posée à côté des deux autres. Mélissa a eu l'air confuse. Je lui ai dit calmement, cette maison a cessé d'être ton chez toi, le jour où tu as choisi ta meilleure option. Son visage a changé à ces mots. Pas de colère, mais plutôt ce moment où quelqu'un réalise qu'une porte, qu'il croyait toujours ouverte, est en fait verrouillée depuis le début. Elle a demandé où elle était censée aller. Je lui ai répondu que c'était la question qu'elle aurait dû se poser 2 mois plus tôt. Puis, je suis passé devant elle. Je suis monté dans ma voiture, et je suis parti travailler. Et pour la première fois depuis qu'elle était sortie de ma vie, je me sentais absolument certain d'avoir pris la bonne décision. Je m'attendais à ce que tout s'arrête là. Après mon départ ce matin-là, je me suis dit que Mélissa finirait par appeler l'un de ses amis, ou un membre de sa famille, et qu'elle trouverait un hébergement temporaire. Portland n'est pas précisément une petite ville. Les gens parviennent toujours à dénicher un canapé, ou une chambre d'amis. Mais apparemment, Mélissa avait passé tellement de temps à couper les ponts ces 2 derniers mois, que ses options se révélaient bien plus restreintes qu'elle ne l'imaginait. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer. Numéro inconnu. J'ai ignoré. Quelques minutes plus tard, un autre appel, puis encore un autre. Au 4e appel, j'ai fini par décrocher, principalement parce que cette vibration constante finissait par m'agacer. C'était Mélissa. Apparemment, elle avait emprunté le téléphone de quelqu'un. Elle semblait plus calme que ce matin-là. Mais il y avait dans sa voix une tension qui n'y figurait pas auparavant. Elle m'a demandé si nous pouvions parler. Je lui ai répondu que nous avions déjà parlé. Elle a dit qu'elle comprenait pourquoi j'étais en colère. Je lui ai répété que je n'étais pas en colère. Cette réponse a semblé la déconcerter. Les gens s'attendent à de la colère après un tel événement. La colère signifie, au moins, qu'il reste des émotions en jeu. Ce qu'elle entendait à la place était quelque chose de beaucoup plus silencieux. Un point final. Mélissa a tenté une autre approche. Elle a dit que 7 ans de vie commune devait bien signifier quelque chose. Elle a dit que tout le monde fait des erreurs. Elle a dit que des mariages survivent à des liaisons, à des catastrophes financières, et à des choses bien pires que ce qu'elle avait fait. Je l'ai laissé finir. Puis, je lui ai rappelé une chose qu'elle avait dite le soir de son départ. Elle n'avait pas dit qu'elle était confuse. Elle n'avait pas dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Elle avait dit qu'elle avait trouvé une meilleure option. C'étaient ses mots exacts, une meilleure option. Je lui ai expliqué que lorsque quelqu'un décrit une autre personne comme la mise à niveau d'un produit, il ne demande pas pardon. Il annonce un remplacement. Et généralement, on ne rapporte pas l'article de remplacement au magasin d'origine après 2 mois d'utilisation. Un long silence s'est installé au téléphone après cela. Finalement, elle a posé une dernière question. Elle m'a demandé si c'était vraiment la fin. 7 ans. Effacé, comme ça. Je lui ai répondu avec franchise, 7 ans ne s'était pas effacé au moment où j'avais fermé la porte ce matin-là. Il s'était effacé à la seconde même où elle était sortie de la maison, persuadée d'avoir déjà trouvé mieux. Puis, j'ai raccroché. Plus tard cet après-midi-là, alors que je finissais de remplir de la paperasse,
Au travail, mon téléphone a vibré de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas Mélissa. C'était Kara. Et le message qu'elle m'a envoyé montrait très clairement que Mélissa n'avait toujours pas pleinement accepté la réalité de la situation. Le message de Kara est arrivé vers 15h15. Il était plus long que tous ses envois précédents. Dès la première ligne, j'ai vu que le ton avait radicalement changé. Elle disait que j'étais cruel. Selon Kara, Mélissa avait passé toute la matinée assise dans sa voiture, à essayer de comprendre ce qu'elle allait faire. Apparemment, après mon départ, elle avait rechargé les valises dans la Jeep à bord de laquelle Ryan l'avait déposée des semaines auparavant, et avait conduit à travers la ville pendant des heures. Pas d'appartement. Pas de plan. Juste rouler. Kara a raconté que Mélissa avait fini par s'effondrer en larmes sur le parking d'un supermarché, et l'avait appelé à nouveau, pour lui demander quoi faire. En lisant ce message, j'ai réalisé quelque chose d'essentiel. Mélissa ne s'était pas attendue à des conséquences. Elle avait espéré un scénario de réconciliation dramatique. Le genre d'histoire où le mari a le cœur brisé, mais finit par reprendre sa femme une fois qu'elle a compris son erreur. Sauf que, dans la vraie vie, les choses ne suivent pas toujours de tels scripts. Kara continuait à écrire. Elle disait que je me comportais comme un robot. Elle disait que je devrais faire preuve de compassion. Puis, elle a ajouté une phrase qui m'a fait rire tout haut dans mon bureau. Elle a écrit que si je continuais à agir ainsi, Mélissa risquait de tout perdre. J'ai fixé ces mots un instant. Puis, j'ai tapé la seule réponse logique. Mélissa n'a pas tout perdu aujourd'hui. Elle a tout perdu il y a 2 mois, au moment même où elle est sortie de chez nous, et a choisi ce qu'elle appelait sa meilleure option. Kara n'a plus jamais répondu. Environ une semaine plus tard, j'ai appris par un ami commun que Mélissa avait emménagé dans un petit studio à l'autre bout de la ville. Rien d'extraordinaire. Juste un endroit temporaire, le temps d'y voir plus clair. Ryan ne l'a plus jamais recontacté. Apparemment, il a publié des photos de 3 pays différents, au cours du mois qui a suivi, comme si de rien n'était. Quant à moi, j'ai fini de remplir les papiers du divorce peu de temps après. Ce qu'il y a de curieux, c'est que je ne ressens aucune colère quand j'y repense. Aujourd'hui. Juste une sensation de clarté. Mélissa voulait du frisson. Elle voulait quelque chose de mieux que cette vie stable que nous avions construite ensemble. Et elle a découvert, à ses dépens, que cette chose que les gens qualifient parfois d'ennuyeuse est, en fait, celle qui maintient tout le reste debout. La leçon que je tire de cette situation est simple: quand quelqu'un vous dit qu'il a trouvé une meilleure option, croyez-le. Puis, laissez-le partir pour voir, exactement, à quel point cette fameuse option est bonne.